Bonjour tout le monde. Je m'appelle Francis Gosselin. Je suis associé chez Sage Consulting et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous saluer pour ce webinaire qui porte sur les contrats commerciaux. C'est donc dans une série de webinaires qui se tiennent depuis plusieurs semaines et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Auria Bundarou qui est associée chez Norton Rose Fulbright. Ça va fonctionner un peu comme à l'habitude. Donc, Auria va nous proposer une courte conférence d'environ 15 à 20 minutes. Je vais lui donner la parole dans un instant. Pendant la conférence ou évidemment après, nous allons prendre des questions donc, des participants. Je vous invite à utiliser le petit chat, la partition Q&R qui est donc en bas de votre écran pour formuler vos questions. Et si vous le souhaitez, on va pouvoir donc vous emmener dans le forum, là, à être visible, à poser votre question directement à Auria. Je vais également moi-même formuler quelques questions pour animer cette conversation-là après la conférence. Donc voilà, le tout devrait durer entre 45 minutes et 1 heure au total. La conférence est enregistrée également, donc vous pourrez la visionner après la conférence, donc dans les prochains jours. Donc Auria Bundarou, sans plus tarder, la parole est à toi. Merci, merci Francis. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, effectivement, je suis avocat en litige commercial. Alors, je me suis dit que ça pourrait être d'intérêt pour vous d'aborder les impacts de la COVID-19 à 3 égards. D'une part, sur les contrats commerciaux en cours. Donc, vous êtes dans une relation contractuelle et là, la COVID-19 bouleverse l'équilibre contractuel d'une façon ou d'une autre. Sur les contrats futurs, donc vous avez à conclure des contrats à court, moyen ou long terme. Et là, vous avez cette situation connue qui a des impacts inconnus et vous vous demandez comment la gérer. Et enfin, le troisième sujet qui est vraiment directement dans mes cordes, quels sont les recours qui sont actuellement disponibles devant les tribunaux en cas d'inexécution contractuelle et est-ce qu'il existe d'autres moyens que les tribunaux pour régler vos différends? Alors, je vais commencer par l'impact sur les contrats commerciaux en cours. Une notion dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, c'est celle de la force majeure. Alors, je voulais vous dire quelques mots au sujet de cette notion, ce que c'est et quand une partie peut l'invoquer. Alors, ce que c'est une notion de droit civil général qui s'applique par défaut à tout le monde, sauf si votre contrat prévoit quelque chose de différent. Donc, prenez pour acquis que la force majeure est une notion qui est disponible. Puis après ça, allez lire votre contrat et allez voir si le contrat y apporte des modifications ou des modulations quelconques. Pour qu'il y ait force majeure, pour qu'on puisse parler de force majeure en droit, 3 critères doivent être satisfaits. Alors, le premier, il doit survenir un événement qui était imprévisible au moment où vous avez conclu votre contrat. En ce qui concerne la COVID-19, on peut concevoir qu'il s'agit effectivement, compte tenu de son ampleur et de sa rareté, qu'il peut s'agir effectivement d'un événement qui était imprévisible. Deuxième critère, c'est un événement qui doit être, on dit, irrésistible, c'est-à-dire que vous n'auriez pas pu l'empêcher. Encore là, la COVID-19, on peut imaginer que c'est un événement qui est irrésistible. Il s'impose à nous sans que l'on puisse réellement y faire quoi que ce soit. Et je dis ça, mais il peut y avoir des nuances. Il peut y avoir des conséquences de la COVID-19 qui, elles, étaient prévisibles. Troisième critère, c'est un événement qui doit rendre l'exécution de vos obligations absolument impossible. Et ça, ce sont les mots-clés. Donc, en raison de la COVID-19, il vous est absolument impossible d'exécuter une prestation contractuelle. Par opposition en raison de la COVID-19, ça devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus onéreux d'exécuter une prestation contractuelle. La difficulté
avec la force majeure réside souvent dans le troisième critère, dans la démonstration que la pandémie rend absolument impossible l'exécution d'une obligation. On peut imaginer, là, si le gouvernement interdit complètement les activités de votre entreprise, ben, effectivement, on peut imaginer que ça devienne absolument impossible d'exécuter une prestation. Par contre, ce n'est pas clair qu'il devient absolument impossible de continuer à payer, à faire un paiement en raison de la COVID-19. Alors, il y a plein de diverses circonstances et tout dépend de la nature de l'obligation qui est devenue impossible. Alors, lorsque ces trois critères-là, imprévisibilité, irrésistibilité et impossibilité d'exécution, sont satisfaits, la force majeure vous permet de vous libérer de l'obligation d'exécuter les devoirs que vous avez à exécuter en vertu de votre contrat. Par contre, évidemment, une fois que la force majeure disparaît, en principe, vous êtes tenu à recommencer à exécuter vos obligations. Comme je l'ai indiqué au départ, votre contrat peut avoir modifié la notion de force majeure du droit civil général que je viens de vous expliquer. C'est donc très important de lire attentivement votre contrat pour voir s'il prévoit quelque chose à cet égard-là. Par exemple, un contrat pourrait avoir complètement écarté la notion de force majeure et prévoir que les parties sont tenues de leurs obligations malgré l'existence d'une force majeure. Votre contrat pourrait aussi avoir modifié les critères, les trois critères que je viens de vous énoncer. Ce qu'on peut voir parfois, c'est un contrat qui dit une force majeure, c'est un événement qui est simplement hors du contrôle des parties et qui rend l'exécution d'une obligation plus difficile. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas d'imprévisibilité, on ne parle pas d'impossibilité d'exécution, on parle d'une définition que les parties ont voulu donner à la force majeure. D'accord? Donc, à retenir, force majeure assez difficile à invoquer. Il faut prouver qu'elle rend l'exécution de votre obligation impossible. Et par ailleurs, c'est une notion qui existe en vertu du droit général. Donc, si votre contrat est silencieux, prenez pour acquis que la notion, vous y avez droit. Maintenant, une deuxième notion qui ressemble à celle de la force majeure, c'est ce qu'on appelle le hardship. Alors, contrairement à la force majeure qui, elle, s'applique par défaut, donc elle est disponible par défaut à vous, la notion de hardship ne s'applique que si votre contrat le prévoit. Donc, si votre contrat est silencieux, s'il ne prévoit rien, vous ne pouvez pas vous prévaloir, vous ne pouvez pas faire appel à la notion de hardship. Alors, qu'est-ce que c'est la notion de hardship? Elle répond aussi à trois critères. Les deux premiers sont très semblables à la force majeure. Donc, il faut qu'il y ait un événement qui ait été imprévisible au moment où vous avez conclu votre contrat. Il faut que ce soit un événement qui ait été hors du contrôle des parties. Dans les deux cas, la COVID-19 semble satisfaire à ces critères-là. Et le troisième critère est différent. Il faut que ce soit un événement qui bouleverse l'équilibre des prestations contractuelles en rendant l'exécution d'une partie excessivement onéreuse. Donc, c'est beaucoup plus cher pour une partie, beaucoup plus difficile, beaucoup plus onéreux de continuer à fournir la prestation contractuelle en raison de cet événement imprévisible qui est survenu en cours d'exécution du contrat. Donc, encore une fois, si votre contrat ne dit rien, vous ne pouvez pas faire appel à cette notion. Si votre contrat comporte une clause de hardship, souvent, ce que la clause va prévoir, c'est que lorsqu'un tel événement imprévisible bouleverse l'économie du contrat, la partie qui est affectée par l'événement peut demander à l'autre une renégociation du contrat pour rééquilibrer les termes. On va voir, par exemple, des clauses d'ajustement de prix, des clauses d'escalatoire. On va voir parfois la possibilité de faire appel à un tribunal ou à un arbitre pour que lui, si la négociation échoue, pour que lui impose un nouvel équilibre contractuel. Et on va aussi parfois voir comme sanction ultime, si rien ne fonctionne, le droit de la partie lésée, la partie affectée,
de mettre fin à son contrat. Donc, si je résume ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, à moins que votre contrat ne prévoie autre chose, en vertu du droit civil général, une partie ne peut pas se libérer de ses obligations en raison de la COVID-19 que si la COVID-19 l'empêche de façon absolue d'exécuter ses obligations, et elle ne peut pas non plus renégocier ses obligations, même si celles-ci deviennent beaucoup plus onéreuses. Un sous-cas de ça qui peut être d'intérêt parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la question des loyers commerciaux. Alors, est-ce que l'on peut invoquer la pandémie pour refuser de payer son loyer commercial? Je vous dirais que dans la grande majorité des cas, surtout s'il s'agit de baux qui sont conclus avec des grands propriétaires fonciers, la réponse se trouve dans le contrat. Donc, encore une fois, c'est important de lire le contrat attentivement. Habituellement, les baux commerciaux prévoient que la force majeure ne libère pas le locataire de son obligation de payer le loyer. Donc, on va voir toutes sortes de libérations possibles en raison de la force majeure, mais pas celle de payer son loyer. Parfois, si vous êtes chanceux, votre bail pourrait prévoir qu'en cas de force majeure, le loyer demeure dû, mais il peut être reporté à un autre moment ou il peut être échelonné dans le temps. Si votre contrat ne prévoit rien quant à la notion de force majeure ou à la notion de hardship, là, c'est vraiment une situation qui varie selon les circonstances, mais à mon avis, il est probable que votre loyer demeure dû, surtout si vous avez des liquidités ou des actifs pour le payer. On ne peut pas dire alors que la force majeure vous empêche de payer votre loyer, mais plutôt que ça devient plus difficile de le payer, ce qui, comme je viens de vous le dire, n'est pas une excuse en droit. L'idée étant que pourquoi est-ce que le droit devrait faire porter aux propriétaires fonciers la totalité du risque dû à un événement imprévisible? Si vous ne pouvez pas invoquer la force majeure pour refuser de payer votre loyer commercial, gardez toutefois à l'esprit que votre locataire a lui aussi des obligations en vertu du bail. Et il se pourrait que lui aussi, en raison de la COVID-19, soit dans l'impossibilité d'exécuter en tout ou en partie ses propres obligations. Et s'il n'est plus en mesure d'exécuter ses propres obligations, que ce soit en totalité ou en partie, vous pouvez alors, vous, être déchargé d'exécuter les vôtres, donc de payer votre loyer dans une mesure correspondante. Alors, pensez par exemple à un propriétaire qui ne peut plus donner accès aux locaux, évidemment, ou qui doit restreindre l'accès aux locaux, ou un propriétaire qui a conclu un bail avec vous, qui vous garantit un certain achalandage, et là, l'achalandage baisse en deçà du seuil prévu au contrat. Là, vous êtes face à une situation où votre co-contractant n'est plus en mesure d'exécuter ce qui lui revient, ce qui lui appartient en vertu du contrat, donc ça vous décharge dans une proportion similaire de vos propres obligations. Je voulais aussi vous parler de l'obligation générale de bonne foi. C'est important d'avoir à l'esprit que le droit civil impose aux parties qui concluent un contrat une obligation de bonne foi qui se manifeste aux trois principales étapes: à la négociation du contrat, durant et en tout moment durant l'exécution du contrat, et au moment de la résiliation, de la terminaison du contrat. Alors, je voulais vous sensibiliser à l'idée qui va être certainement testée devant les tribunaux, que lorsque les parties se trouvent dans une situation de hardship, donc le hardship, rappelez-vous, là, la situation où en raison de la pandémie, une des deux parties se trouve dans une position où il devient beaucoup plus onéreux d'exécuter une prestation, cette obligation de bonne foi-là pourrait sanctionner des comportements de mauvaise foi ou d'abus de droit. Exemple, une partie qui s'en tiendrait mordicus à la lettre du contrat, alors que dans les circonstances propres, une telle insistance est déraisonnable.
pensez à une partie qui refuserait d'accorder un accommodement à son co-contractant alors qu'un tel accommodement ne lui cause à elle aucun préjudice ou n'a aucun coût pour elle. Par exemple, insister pour recevoir une livraison à la date contractuelle, alors que dans les faits, ça n'a strictement aucun impact que le co-contractant la reçoive à cette date-là ou 3, 4 jours, 3 semaines plus tard. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit que oui, le contrat est la loi entre les parties, mais cette obligation de bonne foi qui ne veut pas dire avoir l'intérêt de son co-contractant en priorité par rapport au sien, mais elle nous impose à ne pas refuser des accommodements qui peuvent être raisonnables dans les circonstances et surtout qui n'ont aucun coût pour nous. Alors ça, c'est ce que je voulais vous dire sur la négociation des contrats commerciaux, sur l'impact de la COVID sur les contrats commerciaux en cours. Ce sont donc des principes qui s'appliquent lorsqu'un événement comme la COVID vient bouleverser un contrat qui existe. Mais outre les contrats qui existent, vous aurez à négocier toutes sortes de contrats commerciaux pour le futur. Et on sait, ou en tout cas, on prévoit que cette pandémie continuera à faire partie de notre réalité, du portrait, pendant encore quelques années. Et comme c'est une réalité dont l'existence est aujourd'hui connue, vous ne pourrez probablement pas l'invoquer par la suite pour tenter de vous libérer des obligations que vous aurez contractées depuis l'apparition de la pandémie. Donc, parce que je vous rappelle que pour constituer une force majeure, un événement doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Or, maintenant, on la connaît, la pandémie. Alors, on ne pourra pas dire plus tard, écoutez, je n'ai pas pu finalement exécuter mon contrat, il y avait la pandémie. C'était prévisible, je me suis engagé en tout état de cause. Sauf qu'on ne peut pas non plus sortir de la réalité qui est que même si l'existence de la pandémie est connue, ses impacts, beaucoup de ses impacts à court et à moyen terme sont, eux, inconnus. Et la solution à ça, ça passe par la négociation de clauses contractuelles qui vont avoir pour objet d'allouer le risque de ces incertitudes-là entre chacune des parties. Et évidemment, la proportion dans laquelle vous allez vouloir allouer ces risques dépend beaucoup du rôle que vous jouez dans le contrat. Donc, si vous êtes le client d'une prestation, vous allez probablement essayer de vous assurer que votre fournisseur sera tenu d'exécuter ses obligations malgré les difficultés causées par la pandémie. Vous allez vouloir vous assurer d'un service ou d'un approvisionnement ininterrompu. Donc, le type de clause que vous allez vouloir négocier est très différent du fournisseur ou du prestataire de service qui, lui, va vouloir être protégé contre une augmentation de ses coûts ou contre, par exemple, une augmentation ou une hausse de ses délais de livraison qui dépendent de toutes sortes de délais qu'il n'a pas sous son contrôle. Alors, ce sont des situations qui doivent être regardées au cas par cas, qu'il faut avoir à l'esprit, qui peuvent être aménagées par le truchement de toutes sortes de clauses contractuelles. Encore une fois, par exemple, des clauses d'indexation de prix, des clauses escalatoires, des exceptions à des pénalités prévues au contrat. Une autre question qui se pose dans ces moments-ci, c'est si une partie peut tirer profit de l'état de nécessité économique de son co-contractant pour négocier des conditions qui sont très avantageuses pour elle. Alors, en matière contractuelle, le principe général, c'est que les parties sont libres de négocier les contrats qu'elles veulent et que les contrats qui sont ainsi négociés deviennent la loi des parties et doivent être respectés. C'est le principe de la volonté contractuelle. Il y a deux mises en garde ou deux nuances à apporter à ce grand principe. La première, c'est l'obligation de bonne foi que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, le corollaire de cette obligation de bonne foi, c'est qu'une partie qui connaît l'état de nécessité économique dans laquelle se trouve son partenaire ne peut pas de mauvaise foi utiliser cet état de nécessité pour imposer à son co-contractant des conditions qui seraient exorbitantes ou encore pour lui soutirer un avantage indu.
l'exemple caricatural, c'est celui du navire qui arrive au secours des occupants d'un petit bateau qui a chaviré. Et une fois à bord, le capitaine leur dit, je vous vends une bouteille d'eau pour le prix de votre maison une fois qu'on débarque sur la terre ferme. C'est sûr que la personne a besoin de la bouteille d'eau, elle est prête à payer n'importe quel prix, mais son consentement n'est évidemment pas volontaire et c'est évident que le capitaine du bateau a abusé de cette situation-là. Mais outre ces cas de mauvaise foi et d'abus de droit, sachez qu'il n'y a rien qui vous empêche de conclure un contrat que vous estimez plus avantageux pour vous que pour la partie adverse. On dit souvent que la charité contractuelle, ça n'existe pas. La deuxième mise en garde, c'est que le droit protège les personnes qui sont vulnérables, par exemple les consommateurs, et par exemple les personnes à qui on fait signer ce qu'on appelle des contrats d'adhésion, donc des contrats qu'elles ne peuvent pas négocier. Souvent, ce sont des termes qui sont préimprimés. Alors, dans des contrats comme ceux-là, ayez en tête que les tribunaux peuvent annuler, sanctionner ce qu'on appelle des clauses abusives. Alors, la liberté contractuelle, elle n'est pas parfaite. Le tribunal a quand même une certaine discrétion pour dire, écoutez, ça c'est un abus et comme ce sont des personnes que notre droit protège, je suis autorisé à modifier ou à annuler la clause. Ce qui m'arrive au dernier sujet qui sont les recours disponibles en cas d'inexécution contractuelle. Alors, quels recours sont actuellement disponibles devant les tribunaux? Tant et aussi longtemps que va durer l'état d'urgence sanitaire, les tribunaux n'entendent que les demandes urgentes. Alors, les demandes urgentes, ce sont celles qui nécessitent une intervention immédiate, sans laquelle une partie risque de subir un préjudice sérieux ou sévère. Donc, actuellement, l'accès aux tribunaux judiciaires est très limité. Parmi les exceptions, parmi le type de demandes urgentes, on retrouve ce qu'on appelle des demandes d'injonction, des demandes d'injonction provisoires. Alors, une demande d'injonction, c'est quoi? C'est une demande adressée au tribunal d'ordonner à une partie de faire quelque chose ou de cesser de faire quelque chose. Ici, on parle évidemment d'exécuter une prestation contractuelle ou de ne pas suspendre l'exécution d'une prestation contractuelle ou de ne pas faire quelque chose qui directement nous nuirait. Une injonction peut être émise de façon provisoire, c'est-à-dire pour une durée très limitée dans le temps, parce qu'elle est émise sur la base d'une preuve sommaire. C'est un remède exceptionnel, c'est un remède de dernier recours et il obéit à des critères qui sont stricts, principalement 3 critères. La situation doit être véritablement urgente. Si quelqu'un menace de détruire votre immeuble demain, c'est une situation urgente. Si c'est une situation qui est connue depuis 1 mois et que personne n'a rien fait, ce n'est pas une situation urgente. Par ailleurs, votre droit à l'injonction doit être clair. Si le refus de votre co-contractant d'exécuter ses obligations n'apparaît pas à sa face même manifestement injustifié, un tribunal, surtout dans la crise actuelle, pourrait être très réticent à le forcer à exécuter ses obligations sans avoir le bénéfice d'une preuve plus complète sur les impacts de la pandémie sur sa capacité à exécuter ses obligations. Donc, le tribunal pourrait lui donner le bénéfice du doute. Et enfin, ayant également en tête que si le préjudice dont vous vous plaignez peut être compensé monétairement, donc en dommages, l'injonction, ce n'est pas le recours approprié. Vous n'y avez pas droit. Vous aurez, lorsque la situation se rétablira et que les tribunaux vont rouvrir, vous aurez le droit éventuellement de déposer une demande en dommages, réclamer des intérêts depuis le moment où la dette est due, mais vous ne pourrez pas recourir à l'injonction. Et je vous dirais que de manière pratique, avant de recourir à l'injonction, vous devriez aussi vous demander si un tel recours aurait une efficacité réelle, pratique. Par exemple, si vous êtes à l'intérieur d'une relation contractuelle qui comporte plusieurs maillons, dont la capacité de chacun d'exécuter son obligation dépend de celle d'un autre, qui, elle, dépend de celle d'un autre, et ainsi de suite, même si vous parvenez à obtenir une injonction au prix que ça coûte, parce que c'est très coûteux
une injonction, ça se peut qu'elle ne vous serve à rien parce que vous ne serez pas capable de forcer votre co-contractant à exécuter une obligation qu'il n'est pas capable de forcer lui-même parce que son propre fournisseur est dans une impossibilité. Et donc, ça m'amène à mon conseil, malgré ma profession d'avocat de litige, donc qui aime aller devant les tribunaux, mon conseil pratique dans la situation actuelle est de privilégier la négociation commerciale, la négociation axée sur l'équilibre entre les intérêts de toutes les parties et surtout sur la préservation de relations d'affaires à moyen et à long terme. Je pense que les acteurs commerciaux vont se souvenir longtemps des partenaires d'affaires qui les ont maltraités, qui les ont abandonnés ou qui ont essayé de tirer profit d'eux pendant la crise. Un dernier mot, avant de vous passer la parole, sur les modes alternatifs de règlement des différends. Je voulais vous sensibiliser à l'idée que même si nos tribunaux sont, sauf pour les recours urgents, sont en toute fin pratique fermés, il existe plusieurs autres modes qui vous permettraient de régler vos différends rapidement et j'en évoque deux. Le premier, c'est l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, c'est simple. Plutôt que de mettre votre dossier entre les mains d'un juge et du système judiciaire qui est financé publiquement, vous le mettez entre les mains d'un arbitre que vous choisissez de commun accord et qui va, tout comme votre juge, rendre une décision. Ce sera une décision qui sera finale, elle sera sans appel et elle va s'imposer aux deux parties. L'arbitrage qu'on appelle privé comporte plusieurs avantages. C'est un processus qui est beaucoup plus flexible que les tribunaux. C'est un processus qui est beaucoup plus rapide que les tribunaux. Vous pourriez avoir une décision d'ici la fin de l'été. Mais c'est parfois, en tout cas, c'est un processus qui est plus coûteux à court terme, justement parce qu'il va plus vite. Je dois quand même vous dire que les tribunaux sont tellement lourds que les parties finissent souvent par payer plus cher pour aller devant les tribunaux que d'aller devant un arbitrage à court terme. L'autre mécanisme que je vais évoquer, c'est la médiation. Alors, contrairement à l'arbitrage, la médiation ne vise pas à trancher un litige, elle vise plutôt à aider les parties à se rapprocher pour tenter de parvenir à un règlement de leurs différends. C'est un processus, la médiation, qui est entièrement volontaire et confidentiel, ce qui veut dire qu'aucune partie ne peut jamais se faire imposer quoi que ce soit par le médiateur. On peut toujours se retirer si ça ne fait plus notre affaire, si on considère que le règlement qui est envisagé n'est pas viable. Et comme c'est confidentiel et sans admission, les parties préservent leur droit d'aller par la suite devant les tribunaux ou devant un arbitre ou de faire ce qu'elles veulent. Donc, c'est un processus qui ne comporte aucun désavantage, si ce n'est que le coût associé à la préparation et aux honoraires du médiateur. Et les taux de réussite de la médiation sont très élevés. On parle de taux au-delà de 80%. C'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé, qui est certainement utilisé par les entreprises sophistiquées là, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui gagneraient à être davantage connues. Alors, Francis, ça fait le tour de ce que j'avais prévu vous dire. Je pense avoir couvert les principaux sujets, alors je suis ouvert. C'était parfait. C'était parfait. Je commencerai peut-être avec une petite question personnelle pour un peu préciser. Là, dès l'introduction, on peut se tutoyer, Orion? Oui, bien sûr. Tu parlais donc des critères d'application de la force majeure, d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'impossibilité. J'ai tout de suite eu qui détermine, parce que tout au long de ton allocution, tu as dit tu étais dans la spéculation un peu ou dans l'hypothétique. Il me semble, en fait, moi, pauvre citoyen, que tout ceci était effectivement imprévisible, mais y a-t-il un juge ou quelque autre instance qui pourrait décider que finalement la COVID, c'était pas imprévisible, c'était pas irrésistible? Tu vois ce que je veux dire? Oui, quel doute persiste dans ton esprit ou dans celui de c'est-à-dire que pour le moment, moi, je n'ai pas connaissance de décisions qui ont été rendues sur la COVID. Peut-être qu'il y en a eu dans la dernière semaine et je ne les ai pas vues, là, mais
Donc, ultimement, c'est un juge qui va regarder ça et qui va regarder il va y avoir deux parties. Une va dire, ben, moi, j'ai arrêté de fournir ma prestation parce qu'il y avait force majeure. L'autre va dire, ben, je m'excuse là, mais c'était pas une bonne raison. Tu aurais dû continuer à me livrer, je sais pas quoi. Et là, le juge va se poser ces questions-là, va se dire, bon, est-ce que la COVID était imprévisible? Et moi, ce que je vous dis, c'est que l'idée d'une pandémie, elle est prévisible. Ça s'est déjà survenu, une pandémie. Mais ce que les tribunaux regardent, c'est la fréquence de survenance d'un événement comme celui-là. Et la fréquence est tellement rare que ça me semble rencontrer ou satisfaire les critères d'un événement imprévisible. Okay? Mais tant qu'un juge ne l'a pas conclu, c'est un peu présomptueux pour moi de dire, écoutez, croyez-moi, là, c'était imprévisible. Il y a toujours un dossier bien plaidé, ça peut toujours être discutable. Irrésistible, c'est sûr que les acteurs du domaine privé, une fois que ça nous est tombé dessus, c'est très difficile de dire qu'on pouvait l'empêcher, c'est sûr. Mais ça va beaucoup tourner autour de est-ce que l'on pouvait en minimiser les effets? Est-ce que l'on pouvait raisonnablement faire différemment pour quand même continuer à opérer? Ça va beaucoup se jouer là-dessus. D'accord, très bien. Parce que je pensais évidemment à beaucoup d'entreprises, par exemple, dans le secteur de l'événementiel et tout ça, où finalement tout ceci n'était forcément pas prévu, ni en fait difficilement prévisible, puis irrésistible dans la mesure où on interdit, je ne sais pas si c'est par loi, là, je ne sais pas si ça a été adopté, mais je veux dire, on interdit certaines activités. Je veux dire, c'est irrésistible, évidemment, dans le sens. Puis après, sur la dernière dimension d'impossibilité, mais encore une fois, je connais plusieurs gens dans le secteur d'événementiel. Je veux dire, si l'événement était prévu à telle date avec un lieu, des intervenants, etc., il devient, en tout cas, encore une fois, c'est pas juste du langage, c'est impossible. Tu as raison. Non, mais tu as tout à fait raison. Regarde le Centre Bell, regarde les événements qui ont été interdits ou annulés. C'est sûr que si on parle de ce type de prestations-là, ça va être beaucoup plus facile de prouver que c'était impossible d'exécuter la prestation, c'est sûr. Très bien. Je vais prendre peut-être quelques questions. Francis, je l'ai dit comme ça parce que je me suis dit, ça dépend toujours, on est quel acteur. On pourrait être quelqu'un qui a besoin d'un service ou d'un fournisseur qui, lui, peut encore le fournir. Même si nous, on ne peut pas fournir notre propre prestation, les gens qui nous doivent des choses, dans certains cas, peuvent nous les fournir. Donc, c'est pour ça que je n'énonce pas de règle générale parce que ça dépend vraiment de l'obligation qui pourrait ou non être empêchée par la pandémie. Très bien. Je vais donc prendre peut-être une première question. Là. Gabriel Dubé-Dupuis, je crois qu'il est ici là, avec nous. Peut-être qu'on peut l'emmener à se joindre à nous là, sur le chat. Gabriel avait une question sur le. Donc, peut-être, Gabriel, commencer par poser votre question, puis je vais peut-être la préciser là, selon la nature après. Oui, bonjour. Ma question s'avère d'un niveau plutôt personnel. Là. En fait, je suis à l'emploi et mon employeur ne peut plus payer à cause de la COVID-19 ses employés, mais moi, je suis un fournisseur. Donc, en étant un fournisseur, ils se protègent et eux ont suspendu leur paiement à leurs fournisseurs. Par contre, mon détail devient plus particulier dans le sens où je suis l'unique, ce client-là est mon unique client parce que je suis travailleur autonome, mais je travaille seulement pour eux pour plus de 12 mois. J'ai un bureau à leur siège social, mon horaire est dicté par eux et j'ai même un ordinateur qui est fourni par eux. Et là, présentement, ils ont une dette envers moi de plus de 70 000 $ pour un salaire qui ne peut pas être payé et eux se protègent en disant on ne peut pas, à cause de force majeure, payer nos fournisseurs en ce moment parce qu'ils sont à court de liquidité. Donc, je comprends que ma question, mon problème ne s'applique pas nécessairement dans le parcours qu'on discutait en ce moment cet après-midi, mais bon, ça m'a quand même beaucoup aidé de vous écouter et de pouvoir apprendre un peu plus sur le sujet. Ben, je peux vous... la relation employeur-employé, ça, c'est pas un domaine que je maîtrise, donc ça, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre, mais la relation client-fournisseur, il y a deux choses. Il y a la réalité pratique et il y a la réalité juridique. Là. Sur la réalité juridique, c'est que c'est difficile pour votre client de vous dire ben, je ne peux plus te payer. C'est difficile de le dire au plan de vue juridique. Là.
Donc, vous avez certaines munitions pour dire, ben, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit d'arrêter de me payer. Mais on ne peut pas faire abstraction de la réalité pratique. Ça se peut qu'il ne puisse plus ou que ça devienne très difficile. Donc, dans l'optique de la préservation d'une relation à moyen terme, il y a peut-être des accommodements, des paiements différés, des paiements échelonnés qui pourraient permettre aux deux parties de se rencontrer à mi-chemin. D'accord. Et je vais me permettre, Gabriel, de relancer Oui. Auria sur une sous-partie de la question, parce que je trouvais que la formulation, bon, vous l'avez formulée en anglais, mais nonobstant, when a company declares force majeure, hein, est-ce qu'une entreprise déclare la force majeure? Je voulais juste un peu. Mais je trouvais ça intéressant, parce qu'en fait, l'entreprise qui. En fait, elle prétexte la force majeure, si je comprends bien, mais à la fin, ce n'est pas à elle de la décider. Si exact. Donc ouais. la force. Allez-y, pardon. Non, c'était ma question. Donc, la force majeure, alors, elle existe ou non en vertu du contrat, d'accord? S'il existe en vertu du contrat, chaque partie va interpréter cette clause-là de la meilleure façon possible pour elle. Donc, l'entreprise va dire, ben, ça, c'est une clause, j'ai le droit de me prévaloir de cette clause-là, c'est un cas de force majeure. Indépendamment du libellé de la clause, vous pourriez répondre, ben non, vous ne rencontrez pas les critères. Ou alors, le contrat prévoit rien, et donc là, il faut se rabattre sur les 3 critères que je vous ai énoncés précédemment. Mais vous pourriez tout à fait dire, ben, je m'excuse, mais ce n'est pas un cas de force majeure. Alors, non, on ne décrète pas la force majeure. On prétend s'en prévaloir, mais si on s'en prévaut sans droit, ben, la partie adverse a le droit de contester ça. Très bien. Merci, Auria. Ça me faisait penser à cette scène dans The Office où Michael Scott declares bankruptcy. En fait, peu importe, je fais la parenthèse. On avait une deuxième question qui était anonyme, celle-là, donc je me permets de la reprendre à mon titre et qui est très intéressante, je pense, beaucoup dans les entreprises de services. Si un client décide d'annuler un contrat, puis bon, à la limite qu'on accepte cette annulation là, en vertu des paramètres du contrat, et là, dans la question, on parlait d'un événement. Qu'en est-il du travail déjà effectué? Et je pense particulièrement dans le cas où ce n'est pas précisé. Normalement, je ne sais pas si je l'ai pas loin, normalement, le droit général là, prévoit qu'un contrat de service, lorsque le client le résilie, il doit payer les services rendus jusqu'à la date où il le résilie. Donc, c'est en fonction, je pense, du nombre d'heures ou quelque chose comme ça. Ça dépend du contrat. Là, ça dépend ouais, OK. Très bien. Merci. Il y a Myriam, qui n'a pas formulé sa question par écrit, mais qui apparemment lève la main. Myriam Bard, est-ce qu'on peut la mettre peut-être en ligne, lui donner la chance de poser directement sa question? On vous écoute, Myriam. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, ben, en fait, c'était ma question, donc Merde. Désolée. Est-ce que vous vouliez ajouter un complément, Myriam? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est un cas spécifique, mais j'ai l'impression que dans l'événementiel, mon cas spécifique doit être assez universel. Donc, oui, je comprends que les heures qui ont été mises, mais bon, il y a tout le temps un peu de flou. Bon, là, dans ce cas-là, c'est un événement qui était supposé avoir lieu au mois de mai. On s'est fait dire que ça va être reporté au mois de septembre. Et donc, pendant 3 semaines, on pensait que c'était reporté au mois de septembre. Donc, on a continué à travailler avec l'équipe pour reporter le tout. Et ensuite, on se fait dire, mettez tout sur la glace. Puis, je comprends mon client qui, lui, est juste en attente des nouvelles directives puis de ce qui va se passer. Donc, je me demandais s'il y avait des guidelines légaux par rapport à ça ou c'est vraiment une question de gros bon sens et de voir combien d'heures ont été mises jusqu'à maintenant puis de trouver un compromis par rapport à ça. Laissez-moi juste voir si je suis capable de trouver quelque chose. Là. Ou si, au contraire, non, le client avait signé pour tel montant et je me demandais juste c'est quoi les pratiques régulières, normales, générales. Ben, ce que ça me fait, dans un cas comme ça dépend de la bonne foi des deux parties. Là. Votre client pourrait peut-être prétendre. On vous a dit que ce serait remis, mais là, on ne vous a pas dit de continuer à travailler. Vous auriez dû arrêter de travailler, donc on ne vous paye pas à partir du moment où on vous a dit que c'était remis. Vous pourrez peut-être prétendre ça. Ou peut-être, selon les échanges que vous avez eus, peut-être que ce que vous allez découvrir, c'est que, ben non, c'était évident pour tout le monde qu'on travaillait tous en fonction d'une reprise à l'automne.
auquel cas, ben, le contrat s'est poursuivi et vous devriez normalement avoir droit au paiement pour tout le travail que vous avez effectué jusqu'à temps qu'il vous confirme qu'il n'y aura pas d'événement. Parfait. Merci. C'est bon. Merci, Auriel. J'aurais une question par rapport au volet immobilier. Là, on a parlé brièvement tout à l'heure de loyers commerciaux. Et Auriel, tu as dit un truc qui je trouvais intéressant. Si le locataire donc, peut montrer qu'il y a des liquidités ou des actifs là, dans l'entreprise, ça pourrait être difficile pour l'entreprise locataire de se comment dire, d'esquiver son obligation. Je me demandais, à quelque part, évidemment, une entreprise qui aurait des liquidités, là, mais bon, si ces liquidités-là sont affectées à d'autres usages, et je reviens même à la question de Gabriel tout à l'heure, par exemple, payer d'autres fournisseurs, à un moment donné, les liquidités elles sont toujours un peu transitoires. Là. On parle de cash flow, c'est un flux. S'il y a des liquidités, mais qu'elles sont assignées à d'autres usages, est-ce qu'il y a des, comment est-ce qu'on va examiner là, cette position-là de cash ou d'actifs? Je veux dire, on a tous un peu des actifs, mais de là se mettre à vendre les meubles, les ordinateurs pour payer son loyer du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Comment est-ce qu'on doit traiter? Je pose la question un peu à son extrême, là, mais c'est que non, elle est bonne la question. J'ai parlé de liquidité parce que je trouvais que ça illustrait bien, là, mais les liquidités ne sont pas le critère. Ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas été testé. Puis c'est tellement, la situation actuelle, elle met tellement de stress à la fois sur les propriétaires et sur les locataires qu'honnêtement, il n'y a pas une réponse hyper claire à tout ça. Okay? Mais je crois que la réponse, on va dire, probable en droit, c'est que la force majeure, c'est comme toute autre dette. Là. La force majeure ne devrait pas pouvoir vous libérer de votre obligation de payer le loyer. Ça, c'est en droit pur. Moi, je pense que c'est la solution à laquelle vont arriver les tribunaux, mais je peux me tromper. Ceci dit, maintenant, si on parle de conseils pratiques, et je ne sais pas, il ne doit pas y avoir des propriétaires parmi nous, là, mais… Ah, il y en a au moins un que je connais. Okay. Il peut y avoir, je veux dire, il n'y a rien comme la négociation, parce que souvent, la discussion peut s'axer autour de la réalité suivante. Écoutez, si on ne fait pas un pas l'un vers l'autre, moi, je ne serai plus en affaires lorsque tout ça va avoir repris. Puis je ne pense pas que ça va vraiment vous avantager, vous, propriétaires, de me perdre comme locataire, sachant qu'une fois que la situation va avoir repris, il n'y aura pas une demande incroyable pour tous ces locaux commerciaux-là. Il va y avoir moins de demandes. Donc, à mon avis, la solution, elle passe par une négociation et une discussion de bonne foi plutôt que par un argument purement légaliste juridique. Et parlant, justement, on parle de propriétaires là, et de locataires. Donc, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous préconisez du point de vue du locataire, donc du propriétaire, certaines mesures qui peuvent être prises dès maintenant ou qui peuvent être anticipées un peu le défaut éventuel? Qu'est-ce que les… Est-ce qu'il y a deux parties à ce contrat, là, forcément? Oui, mais je pense que du point de vue du propriétaire, enfin, beaucoup de propriétaires, des grands propriétaires fonciers là, européens, américains ou canadiens, ont adopté l'approche du loyer différé, qui m'apparaît raisonnable parce que, enfin, quand ils peuvent se le permettre, là, qui m'apparaît raisonnable et qui m'apparaît pratiquement avantageuse aussi parce que de l'argent dans nos poches aujourd'hui, même si ce n'est pas le montant total, c'est mieux que pas d'argent, peut-être jamais. Là. C'est sûr. Je pense qu'Ivanhoe Cambridge, d'ailleurs, parlant de grands acteurs locaux, en tout cas, là, ont annoncé des mesures de report là, des loyers pour certains types de bâtiments. Ivanhoe, Oxford et d'autres, oui. Je termine peut-être avec une question. Il y a Sayed qui avait une question. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Oui, voilà. Donc, Sayed, je vous laisse poser la question directement à Auriel. Je fais, hop, tu veux? Votre micro est fermé. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant votre webinaire. Donc, la question que je me posais, c'est que pour les contrats en cours, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de négocier pour le futur, la deuxième partie de votre présentation. Donc,
on va dans un marché incertain. Donc, comment qu'on peut se munir dans ces contrats-là? Comment on peut se protéger contre l'incertitude? Est-ce qu'on inclut les clauses de hardship, comme vous l'avez mentionné, des clauses de mitigation ou d'atténuation? Qu'est-ce que vous suggérez pour un marché incertain, ce qu'on négocie aujourd'hui? Alors, ça Merci dépend, beaucoup. oui, ça dépend, vous êtes qui. Si vous êtes quelqu'un qui a intérêt à ce que la situation actuelle n'affecte pas l'exécution des obligations de vos co-contractants, je crois que ce que vous devriez prévoir, c'est exactement ça. C'est que un événement qui est connu ou qui peut être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat, ne libère pas votre co-contractant de son obligation, même si les incidences ou les impacts de cet événement-là sont, eux, inconnus. OK? Alors, si vous rédigez une clause dans ces termes-là, ça va être clair que les parties auront contractuellement alloué le risque. C'est-à-dire que votre co-contractant, il sait qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un known unknown, donc il y a une inconnue qui est connue, et il va avoir ajusté son prix en conséquence. Donc, après ça, il va devoir exécuter son contrat en fonction de ça. Mais si vous êtes de l'autre côté et que vous craignez, que vous n'êtes pas capable de prévoir les incidences de la COVID sur vos propres coûts, votre structure de coûts, vos propres fournisseurs, leurs sous-traitants, etc., là, ce que vous devriez inclure, c'est une clause de type hardship. Et il y a toutes sortes de modalités différentes. Vous pouvez prévoir une clause d'ajustement de prix par palier. Vous pouvez prévoir toutes sortes d'exceptions à des pénalités. Là, vraiment, ça dépend de votre contrat. Mais la position que vous allez adopter est très différente selon que vous voulez vous protéger contre l'augmentation de coûts pour vous et vous permettre de rouvrir votre contrat advenant que les incidences de la COVID se font connaître à travers le temps, ou que vous êtes dans les chaussures de celui qui tient mordicus à l'exécution intégrale du contrat. Disons, dans mon cas, c'est le deuxième cas. C'est-à-dire, en fin de compte, nous allons négocier des contrats et on veut s'assurer de subir le moins de tumulte possible. Donc, en fin de compte, si je comprends bien, il faut qu'on prévoie les différentes clauses et différentes stratégies pour qu'on puisse s'ajuster aux conséquences des éventuelles incertitudes. Donc, vous êtes le fournisseur, c'est ça? Non, je suis celui qui achète le service. Vous êtes le client? Oui. Alors non. Donc, vous, ce que vous devez devoir prévoir dans votre contrat, évidemment, ça va être négocié, mais vous, ce que vous devriez tenter d'obtenir, c'est, ou d'écrire, c'est que bien que les conséquences de la crise actuelle soient inconnues, y compris les conséquences sur la capacité de votre co-contractant d'exécuter ses obligations, la situation actuelle ne le libère pas de son obligation. C'est quelque chose dans ces termes-là que vous allez devoir négocier. Et si votre co-contractant veut y inclure une clause d'indexation, négociez dans ces termes-là, mais vous, ce dont vous avez besoin, c'est de certitude. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci, Auria. On a quelqu'un, je ne sais pas si il ou elle est avec nous. Je ne sais pas si la personne veut poser la question. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur dans le domaine du logement et qui loue des logements pour donc des employés immigrants qui devaient venir à la saison estivale. Et les baux n'ont pas encore commencé. Est-ce que c'est un cas d'espèce particulier, Auria? Qu'est-ce que tu veux dire, les baux n'ont pas encore commencé? Mettre fin à un bail signé, mais qui n'a pas encore débuté. Donc, comment dire, mettre fin à un contrat qui n'a pas commencé, est-ce que c'est différent de mettre un terme à un contrat en cours? Non, je ne crois pas. Si le contrat a déjà été conclu, et signé, c'est un contrat en cours. C'est simplement que le moment où les restrictions sont exigibles va être différé dans le temps. Mais c'est sûr que si on parle de travailleurs saisonniers qui ne peuvent plus voyager, écoute, il y a la réponse juridique là, qui est probablement défavorable aux travailleurs en question, puis il y a la réponse pratique qui est raisonnable.
qui est qu'on peut difficilement les obliger à payer un loyer s'ils ne sont même pas capables de traverser les frontières pour se rendre là. Tout à fait. J'avais peut-être deux dernières, une dernière question, puis peut-être une demande, mais donc, Mais on a parlé. ce que je viens de dire me fait. Je vais juste revenir sur un point. Je m'excuse après, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut être conscient qu'on va tous être jugés en fonction de l'attitude qu'on va prendre par rapport à cette crise. Donc, c'est pour ça que, tu sais, le juridique pur, là, c'est quelque chose qui est bon de connaître parce que ça nous aligne, mais ceux qui vont adopter des positions déraisonnables, qui vont frôler la mauvaise foi, qui vont être vus comme des acteurs économiques non solidaires, il faut être conscient que ceux-là, ils vont pâtir à moyen terme. Très bien. Donc, dernière petite question. Vous avez parlé d'injonction provisoire tout à l'heure, et puis on a parlé d'urgence, là, parce que les tribunaux, évidemment, sont aussi sous contrainte, j'imagine, ces jours-ci. Qu'est-ce qui fait urgence, en fait? Est-ce que le risque de faillite, par exemple, d'un acteur est suffisamment urgent pour exiger, ou en fait, pour s'attendre que le tribunal entende c'est quoi les critères d'urgence, en fait? Donc, une injonction provisoire, ça obéit à plusieurs critères. Le critère de l'urgence, ce n'est que le premier critère, d'accord? Alors, je vais arriver sur l'urgence dans une seconde, mais ça prend une urgence, ça prend un droit, ce que j'ai appelé clair, ça prend un risque de préjudice qui est irréparable, donc qui ne peut pas être réparé par l'octroi de dommages. Et après ça, avec tout ça, le tribunal va sous-peser la balance, ce qu'on appelle la balance des inconvénients. Qui subit le plus grand inconvénient, advenant que l'ordonnance ait été mise ou qu'elle n'ait pas été mise. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces critères-là qui gouvernent l'octroi l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire. L'urgence, c'est défini de façon hyper large. Là, c'est vraiment un événement qui, sans l'émission d'une ordonnance, va se produire de façon imminente. C'est aussi simple que ça. Donc, une situation qui perdure dans le temps n'est pas urgente. Une situation qu'on prévoyait, mais à l'égard de laquelle on n'a pas agi, n'est pas urgente. Une situation qui peut attendre 3 semaines n'est pas urgente. C'est quelque chose qui va arriver de façon imminente, demain, après-demain, au début de la semaine prochaine. Ça, c'est une urgence. Très bien, c'était la réponse. Dernière, donc peut-être petit commentaire, à moins qu'il y ait d'autres questions là, parmi nos auditeurs, mais donc, c'est pas une question, c'est plus une demande ou une requête. Il y a un des personnes là, qui nous écoutent qui demandait donc si on pouvait avoir les slides. Donc, on en a parlé, Auréa, tout à l'heure, il n'y avait pas de slides. Par contre, est-ce qu'il y a des références, des sites, là, je sais pas, tout le monde n'a peut-être pas son code civil là, sur une tablette posée convenablement derrière soi. Donc où va-t-on là, pour peut-être en savoir plus? On peut appeler chez Norton Rose Fulbright, évidemment. J'ai publié sur LinkedIn ce qu'on appelle, nous, des bulletins d'actualité juridique. J'en ai publié un au début mars de cette année qui s'appelle vraiment Force majeure et impact sur les obligations des entreprises au Québec. Et là, vous allez avoir un condensé de ce que je vous ai dit dans la conférence. S'il y a une façon plus efficace de le redistribuer, ça va me faire plaisir de passer par toi ou par quelqu'un d'autre, mais ça, c'est déjà une publication qui existe. Et évidemment, si on a besoin de conseils juridiques au-delà de ça, là, il faut contacter un avocat. Très bien. Je pense que ça fait le tour là, de notre conférence pour aujourd'hui. Merci énormément à toi, Auréa, d'avoir préparé donc, ces éléments. Pour ma part, plein de belles notes. Et je pense que avoir les questions, c'était vraiment on point là, pour plusieurs des personnes qui étaient réunies ici aujourd'hui. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été ici. Comme je l'expliquais en introduction, la conférence donc, a été enregistrée. Elle sera disponible donc en visionnement différé. Et puis, on se retrouve probablement dans les prochains jours pour d'autres aventures avec nos amis de Norton Rose Fulbright ou avec d'autres. Merci, Auréa, à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup, Francis. Merci à tous. Bonne fin de journée.